Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, chers amis de Sud Radio, si la locution croisée des chemins a pris un jour son sens, ça s'est passé ici dans la plaine vallonnée d'Orange, dans ce Vaucluse provençal, baigné de romanité et d'apports culturels grecs et carthaginois et plus tard fondants de toute l'Europe. Ici à Orange, nous sommes historiquement, culturellement, entre Europe du Sud et celle du Nord, mais aussi entre Rome et Barcelone, Rhône et Ventoux, à la croisée des fameuses autoroutes A7 et A9. Le pays d'Orange occupe donc une place singulière dans le terroir français. Ici, on chérit le savoir-faire authentique, celui des artisans, des vignerons, des agriculteurs, des maraîchers, des commerçants, incarnés par des hommes et des femmes défenseurs de cette valeur terroir chère à leur cœur. Tous bien ancrés dans leur époque, à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, à une croisée des chemins donc encore entre le tradi et le moderne. Son symbole fort à cette ville d'Orange, c'est son théâtre, antique, le mieux conservé au monde, avec son fameux mur de scène qui, même les soirs de Mistral, a toujours fait rebondir avec une étonnante magie la voix de Sarah Bernard comme le son de David Guetta. Entre devenir ville royale ou impériale ou papale, Orange a encore choisi d'être encore à la croisée, elle est princière et nous allons vous révéler ce soir les 1000 autres raisons de venir la découvrir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes dans la salle du conseil de la mairie d'Orange avec nos invités qui sont Yann Bompard, maire d'Orange et président du Pays d'Orange en Provence. Bonsoir monsieur Bompard. Bonsoir. Nous avons Claude Avril, maire de Châteauneuf-du-Pape et président de l'Office de tourisme également d'Orange. D'Orange, c'est ça, Office de tourisme général Pays d'Orange. Du Pays d'Orange. Et Mathilde Moore, responsable du site Théâtre Antique et du Musée d'Art et d'Histoire et d'Arc de Triomphe. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. On va commencer avec vous, monsieur le maire. On parlait tout à l'heure d'un carrefour d'histoire, de culture, de civilisation. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas par les infrastructures qui la traversent, mais aussi par l'histoire qui reste et qui est prégnante sur notre territoire. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit en propos introductif, on est un carrefour européen entre l'Espagne, l'Italie et l'Europe du Nord, en quelque sorte, avec la 7 à 9. Mais on a aussi été historiquement un carrefour entre, effectivement, la romanité, le côté médiéval, le savoir-faire, les talents. Donc on reste ce carrefour et on en est fier d'être un lieu de culture et de patrimoine à forte valeur ajoutée, si j'osais m'exprimer ainsi. Voilà. Claude Avril, vous êtes maire de Châteauneuf-du-Pape. Rien à voir avec une rivalité avec Orange. Vous êtes amis avec la commune d'Orange. Absolument pas, nous sommes très complémentaires. On parlait d'histoire également. C'est aussi une terre où il s'est passé beaucoup de choses historiques, Châteauneuf. Écoutez, c'est comme le terroir, c'est la puissance évocatrice d'une intensité rare que sont les récits historiques. Des confrontations, certes, de l'époque, à une époque qui était plus guerrière, notamment à l'époque médiévale, et notamment avec ce cher Philippe le Bel, qui était dans le royaume de France, qui se situait en face, le Saint-Empire romain germanique, et puis nous, au petit milieu, notre contrée du comte Avenessin, dont nous étions sur le territoire, tout en n'étant pas régi par ses autorités, mais par l'évêché d'Avignon. On voit bien la confrontation du pouvoir déjà... Et la complexité. Bien sûr, spirituelle, temporelle, des hommes qui déjà s'affichaient et n'a fait que se renforcer au fil du temps de façon plus civilisée. Mathilde Demoux, responsable de site Théâtre Antique et du Musée d'Art et d'Histoire d'Arc de Triomphe, c'est un très très beau titre. Hein. Est-ce que la fierté d'Orange, c'est toujours ce Théâtre Antique, cet Arc de Triomphe, et pourquoi ? Alors, ce sont deux C'est fleurons. le symbole de la ville. Oui, tout à fait. Incontournable. Deux fleurons que la France entière connaît. Oui, tout à fait. C'est deux remarquables témoignages de la puissance romaine en province conquise. Ce sont deux ouvrages architecturaux uniques au monde, avec des caractéristiques qui leur sont propres. Ils sont tous deux classés depuis 1981 au patrimoine mondial de l'humanité. Et le Théâtre Antique, bien sûr, est un lieu de spectacle depuis l'Antiquité. Son acoustique exceptionnelle lui confère... On dit que le mur de scène, effectivement, fait rebondir la voix de façon magique presque. Incroyable, même les jours de Mistral. Oui, tout à fait. Et pas seulement le mur, et peut-être on y reviendra sur le génie romain qui a permis en fait de développer toutes ces caractéristiques, cette acoustique exceptionnelle dont profitent aujourd'hui encore les artistes et les spectateurs venus du monde entier. Yann Bompard, vous connaissez bien évidemment l'histoire de votre ville. J'essaye. Qu'est-ce qu'on a découvert récemment qui pourrait attirer le visiteur ? On a découvert récemment, plus que des traces, le lieu où une grande bataille gallo-romaine s'est passée. Ça, c'est nouveau, ça. Hein. C'est très nouveau. Ça a été découvert là dans les 2-3 années qui viennent se passer, qu'on a appelé la bataille d'Orange, où effectivement, il y a eu un front de guerre de 7 km qui traverse Orange, qui va même de l'autre côté du Rhône, du côté gardois.
avec 2 légions romaines d'un côté face à une armée de 80 000 hommes, tout de même, face à une autre armée de 80 000 hommes de Cimbres et de Teutons et de forces gauloises, entre autres, et avec une promesse de la part des Gaulois, va-t-on dire, un peu vulgairement, auprès des dieux, des dieux de la guerre, que si la bataille était remportée, tout le monde serait sacrifié. Tous les Romains, d'Éphèse seraient sacrifiés, ce qui représente un sacrifice à minima de 80 000 personnes. Et on a retrouvé les lieux du combat, on a retrouvé l'endroit où les légions romaines et leurs contingents ont été massacrés. Tout a été massacré du soldat jusqu'au cheval. Géographiquement, ça se situe où par rapport à ça? Ça se situe au sud de la ville. Sud de la ville, d'accord. Ça se situe au sud de la ville. Et donc, un colloque international a été organisé sous la houlette de l'université de la Sorbonne à Orange il y a quelques semaines, où effectivement ils ont pu échanger, débattre sur ce qui avait été découvert. Les peuplades qui en ont fait partie, quel était le mécanisme marchand, quel était le mécanisme guerrier, quelles ont été les défaites, quelles ont été les victoires, et c'est absolument passionnant et on compte beaucoup le mettre en avant parce que ça prouve que Orange est une ville forte en termes historiques et j'ai un humble avis, si vous me le permettez, c'est de dire que cette première défaite historique des légions romaines en sol gaulois qui s'est passée à Orange explique pourquoi 100 ans plus tard, à partir de 100 ans plus tard, les Romains ont absolument voulu construire 2 bâtiments, si vous me passez, c'est un peu vulgaire de dire 2 bâtiments, mais deux magnifiques édifices, 2 monuments magnifiques, que sont l'Arc de Triomphe et le Théâtre Antique, pour nettoyer l'affront qui leur avait été fait 100 ans plus tôt. Une forme de communication un peu à l'envers, en fait. Un peu, oui, tout à fait. C'était une œuvre de communication et de propagande, même. Parce que, in fine, 100 ans plus tard, il n'y a jamais eu de bataille de revanche, en fait. Donc rien n'expliquait, il n'y avait pas eu de victoire militaire qui expliquait qu'on fasse un arc de triomphe ou un théâtre antique, si ce n'est pour faire, si vous me passez l'expression, un peu une propagande. Bien sûr. Pour dire ici, nous n'avons jamais perdu. Ce que les Romains, enfin en tout cas, c'est ce qu'une partie du colloque a expliqué, en quoi les Romains étaient spécialistes. C'est-à-dire qu'ils refaisaient l'histoire à leur bénéfice. Bien sûr. Donc, voilà. Comme toutes les civilisations un peu dominantes. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, vous allez me dire, comme vous êtes des spécialistes de l'histoire, que cette bataille a sauvé Rome un peu? Orange, cette bataille a un peu sauvé il déferlait sur Rome au départ. Oui, tout à fait. Il y a un parallèle à faire avec Hannibal, effectivement. Pour une raison assez étrange, ils ne sont pas allés jusqu'à Rome. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a sauvé Rome. Moi, j'ai une petite théorie un peu grossière, mais je pense que Jules César est né à Orange. Non pas naturellement, mais intellectuellement, parce que en fait, suite à cette défaite où toutes les familles romaines avaient été touchées par un mort mécaniquement, et ça a traumatisé l'organisation même de Rome. La doctrine militaire a été revue. Un courant qui s'appelait les populares, je ne sais pas comment le traduire, est-ce qu'on pourrait traduire les populistes, mais qui avait le vent, a eu le vent en poupe suite à ça. Jules César, bien que d'extraction noble, si vous me passez l'expression, a un peu surfé sur cette vague-là. Et lui-même, quand il commence la guerre des Gaules, un vétéran de la bataille d'Orange, suisse, on dirait suisse aujourd'hui, lui a dit, rappelle-toi que à Orange, c'est à Orange que les Romains ont été défaits. Et donc je pense que si Jules César va aussi loin dans la conquête des Gaules, mais j'extrapole et je ne suis pas du tout un spécialiste universitaire, donc peut-être je me ferai lyncher par le monde universitaire, mais pour moi intellectuellement et politiquement, Jules César est né à Orange du fait de cette défaite, et le fait qu'il aille aussi loin dans la guerre des Gaules et qu'il en fasse un traité aussi précis et alimenté, à mon avis, a trait avec cette bataille qui avait secoué Rome et qui a causé des réorganisations politiques, militaires, etc. Monsieur le maire de Châteauneuf-du-Pape, est-ce qu'on est aussi à Châteauneuf-du-Pape, qui est à combien de kilomètres d'Orange? On est exactement à 8 km. 8 km, donc vous êtes des voisins, des cousins, des amis. De centre à centre, on se oui, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi empreint de cette romanité? Alors écoutez, ce serait mon rêve d'arriver à découvrir des traces historiques, puisque certains historiens se sont penchés. Non, mais vous n'êtes pas le parent pauvre de la plaine d'Orange. Écoutez, en tout cas, on sait qu'il y a la voie Agrippa, passée entre Arles et qui a dû passer apparemment à Châteauneuf, puisqu'on a le chemin des Roumiguères qui rappelle Rome. De ce point de vue-là, donc il y a certainement des traces romaines, mais nos historiens, vous savez, on est un petit village, ne s'y sont pas forcément penchés, mais je rêverais de savoir que nous avons, et ce dont je ne doute pas,
une histoire aussi empreinte de romanité, surtout lorsqu'on sait qu'on était très près du fleuve, avec un surplomb absolument magnifique qui n'a pas échappé au pape. Absolument. Et vous avez aussi de remarquables boissons qu'on peut déguster. Qui font l'identité de la commune. Et qui la font connaître dans le monde entier. Ça, on en est peu conscient. Écoutez, voilà, la puissance évocatrice, là aussi, du nom de Châteauneuf, et qui est liée au travail des hommes, et aussi aux bienfaits de la nature, puisque l'interaction entre la terre, les hommes et la nature s'incarne parfaitement à travers Châteauneuf et ce petit artisanat qui s'est transformé pour certains en artiste, et ces qualités sensorielles qui sont celles que l'on recherche en permanence autour du pouvoir, du sens, du goût, de l'odorat et du toucher. Voilà. Où tout est fait à la main comme les Romains. Tout est fait à la main, et la vendange de toute façon doit se faire à la main à Châteauneuf, et c'est très bien comme ça, ça fait partie justement des règles de l'appellation. Très bien. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous continuerons à connaître un peu plus les secrets, les découvertes récentes qui font l'identité et la culture ici à Orange. Dans La France à découvrir, nous retrouverons Mathilde Moore, responsable du site antique et du musée d'art et d'histoire et d'Arc de Triomphe, qui nous en dira un peu plus. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans la salle du conseil de la mairie d'Orange avec Yann Bompard, maire d'Orange et président du Pays d'Orange en Provence, Claude Avril, maire de Châteauneuf-du-Pape et président de l'Office du tourisme d'Orange. Châteauneuf-du-Pape. Et Mathilde Moore, responsable de site Théâtre Antique du Musée d'Art et d'Histoire et d'Arc de Triomphe. Mathilde, justement, on parlait de romanité, on parlait de ces combats entre les Romains et puis le reste du monde, pratiquement. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dernièrement qui va susciter la curiosité du visiteur et qui est passionnant chez vous, à Orange ? Alors, il faut savoir que la ville d'Orange et les services de l'État mènent des travaux de restauration depuis de nombreuses années. Donc, chaque année, le théâtre antique, qui sont au bénéfice des avancées archéologiques inédites, parce qu'en fait, les installations modernes d'échafaudage permettent d'accéder à des zones qui n'ont jamais été explorées. D'accord. Même sur l'Arc de Triomphe. Même sur l'Arc de Triomphe, qui a été récemment restauré, dont on a une lecture incroyable des sculptures. C'est une BD à ciel ouvert, l'Arc de Triomphe. Oui, j'ai eu le plaisir de le voir tout à l'heure, de le découvrir. D'abord, il est magnifique. Il est très bien. On dirait qu'il a été sablé, impeccable. Et on en voit apparaître des choses peut-être qu'on ne voyait pas avant, dans les détails. Oui, dans les détails. Je peux vous dire aussi qu'il y a des sculptures, des attributs du Flamine, qui est un prêtre dédié au culte impérial à l'époque romaine. Et il y a des représentations de ces attributs, une coupe, voilà, qui sont très rarement représentés, donc qui en font encore une fois l'unicité de ce monument incroyable. Tout comme pour le théâtre antique, où, je vous le disais tout à l'heure, les échafaudages modernes permettent d'accéder à des niveaux qui ne sont pas explorés, de faire avancer considérablement les recherches, de permettre aux services de l'État, de l'IRA, de la DRAC, de travailler sur une maquette double numérique du théâtre antique. Et donc là, c'est l'archéologie 3.0, c'est le passé qui résonne avec le futur. Oui, c'est pour nous qui assistons à tout cela, c'est passionnant. Ils font de la fouille archéologique dans leur bureau. Ils font les deux. Écrans. En fait, ils font les deux. C'est ça qui est génial. Vous pouvez les voir avec un bonnet en hiver par tous les temps, aller dans tous les endroits du théâtre, en hauteur, en profondeur, et puis après ils analysent ça dans leur laboratoire. Oui, tout à fait. On a retrouvé, paraît-il, enfin c'est vous qui me le disiez hors antenne, donc je ne mens pas, des plans cadastraux en marbre. C'est ça ? Alors, le dans cadastre... les années 60, on a découvert. Oui. C'est unique aussi, ça. C'est une pièce unique au monde, encore une fois, un témoignage de la grandeur. Mais Orange est unique au monde. Oui, ça n'en finit pas. Monsieur le maire dit évidemment. Et donc, ces fragments de cadastre, qui est un document administratif, le seul exemplaire retrouvé à ce jour, est exposé au musée d'art et d'histoire, qui fait face au théâtre antique, ainsi que de nombreuses collections des décors et des ornementations qui étaient sur le mur de scène. Monsieur le maire d'Orange, qu'est-ce qui fait l'attractivité de votre ville aujourd'hui ? À un visiteur qui viendrait de Lille, de Tourcoing, allez, soyons fous, de Brest ? Pour paraphraser très mal Napoléon, c'est parce que 2000 ans d'histoire les contemplera, même peut-être un peu plus. Déjà. Vous avez effectivement on est ancré dans l'histoire. Oui. Il y a une culture, on a toujours été très sensible au fait de permettre à n'importe qui de s'approprier cette culture orangeoise, française et européenne. Ce qui est très important, on l'a fait effectivement par la rénovation. Pour nous, la culture, c'est pas un mot galvaudé. C'est un patrimoine, c'est un héritage, c'est quelque chose d'extrêmement enraciné. Donc, permettre à l'Orangeois comme aux visiteurs de pouvoir déambuler dans une ville qui a 2000 ans d'histoire et dont les bâtiments, les monuments
sont extrêmement bien conservés, que ce soit la cathédrale, que ce soit l'Arc de Triomphe, que ce soit le théâtre antique ou que ce soit les divers musées ou les maisons romanes ou les choses qu'on a mis en avant ou qu'on compte mettre en avant, déjà ça c'est le premier point fort. C'est-à-dire Orange, c'est un livre ouvert sur l'Europe, sur l'histoire de l'Europe, avec ses limites et ses contraintes. Mais on y a été extrêmement sensible. On est extrêmement sensible à ce que, effectivement, après, toujours dans le domaine culturel, à ce que l'offre culturelle puisse être la plus large possible. Toujours classique, il est vrai, même si parfois moderne, avec l'électro, etc. Que ce soit les chorégies ou que ce soit la programmation théâtrale qu'on peut faire. C'est l'année Molière quand même encore. Donc on a essayé de faire attention sur la programmation, que ce soit pour tous âges et surtout dans des conditions où on vient en sécurité à Orange. Ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est que les gens puissent venir admirer 2000 ans d'histoire, se projeter sur ce que pouvaient être ces différentes formes de l'histoire, mais pouvoir le faire en toute sécurité, en sécurité, en propreté, et surtout se rendre compte de la richesse que c'est et la chance que c'est que d'être français, ou de pouvoir avoir l'insigne honneur de visiter la France en général et Orange en particulier. Rappelons que les Chorégies, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en aura un petit peu, c'est le haut lieu de l'art lyrique international, les Chorégies d'Orange. C'est le plus vieux festival d'art lyrique de France. Absolument, mais qui a été créé qui a été recréé sous sa forme actuelle en 71, mais qui prenait racine beaucoup plus avant. Et là, qu'est-ce qu'on y voit aux Chorégies? Qu'est-ce qu'on y entend? On y entend essentiellement de l'art lyrique classique, avec des grands noms, que ce soit effectivement Carmen, que ce soit les grands opéras italiens. Il y a eu effectivement un test une année de Wagner, c'est un peu plus compliqué. Écouter 3 heures de Wagner, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Après, il y a eu des choses beaucoup plus pointues qui ont été mises en avant par Monsieur Grinda, et qui étaient de très bonne qualité aussi, un peu moins connues, mais de grande qualité. Enfin, un peu moins connu, je parle pour moi. Les grands amateurs et le public des Chorégies connaît bien évidemment, c'est pas la question. Donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant et qui est passionnant, c'est que toujours dans cette offre culturelle, on fait quelque chose de qualitatif, et les Chorégies, qui sont un partenaire premier et important au sein de la ville d'Orange, font vraiment un travail que je tiens humblement mais sincèrement à saluer. Et rappelons que les Chorégies se déroulent dans ce magnifique endroit dont vous allez nous parler, Mathilde, avec cœur et avec amour, parce que c'est un endroit un peu magique. Ah oui, il est totalement. Il est complètement. Les témoignages des spectateurs et des artistes. Dans le cadre particulier des Chorégies, c'est l'acoustique et l'écrin sonore merveilleux du théâtre qui est mis en exergue. Il est aussi bien conservé que l'Arc de Triomphe. Oui, enfin, c'est leur état de préservation exceptionnel qui ont justifié pour les 2 monuments leur inscription, entre autres, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le théâtre antique est le théâtre romain le mieux conservé du monde occidental. Combien de visiteurs on peut y mettre? Spectateurs en simultané, selon les configurations, entre 7 et 8 000. Donc c'est une très belle salle de spectacle. Je vous disais, il a été construit, en fait, c'est comme un haut-parleur à ciel ouvert, si vous voulez. Les architectes et les physiciens de l'Antiquité n'avaient que 2 moyens d'arriver à ce résultat exceptionnel, de faire que les 10 000 spectateurs puissent entendre ce qui se passait d'un être humain uniquement sur la scène, sans aucun système de sonorisation. Ils n'avaient pour eux que la géométrie et l'oreille. Donc on peut dire en fait qu'ils pouvaient allier en fait la finesse de leur esprit à la finesse de leur sens. Ils ont fait fort quand même. Oui, tout à fait. C'est toujours exceptionnel d'ailleurs quand on y retourne. C'est vrai. Quand on se met au milieu du théâtre. Tous les jours, des visiteurs, j'y étais ce matin, tous les jours des visiteurs s'essayent à chanter et testent l'acoustique du théâtre antique. Ça, c'est juste magique de le vivre au quotidien. Il paraît qu'il y avait une machinerie aussi sous le théâtre. Alors, il y avait les dimensions du théâtre, c'est un géant qui traverse le temps. La scène a fait 60 mètres de long sur 13 mètres de large. On peut difficilement envisager. C'est un des plus grands du monde romain. Oui, c'est un des plus grands dont il est bâti selon un modèle d'une technique qui a été empruntée aux Grecs. Il s'appuie sur la colline Sainte-Eutrope, qui est un parc naturel et historique à visiter. Fabuleux dans la ville d'Orange. Donc, il s'appuie contre cette colline. Donc, il a des dimensions exceptionnelles. On peut difficilement imaginer un rideau à la taille de cette scène monumentale. Donc, ils avaient un système très ingénieux, encore une fois, de rideaux qui se baissaient au début des spectacles. Voilà. Et donc, sous la scène, il y a une fosse, la fosse du rideau de scène, qui se baissait au début de chaque spectacle. Fabuleux. Exceptionnel, oui. Et ce théâtre antique, lui, évidemment, il a été rénové, il est restauré régulièrement, on en prend soin. Il y a un programme de travaux de 8 ans complet. On est sur la 6e ou 7e année, il reste encore l'année prochaine.
qui effectivement était conséquent et nécessaire. Il y avait des... Excusez-moi, hein, Mathilde, vous me corrigerez hein, si j'ai omis quelque chose et je voulais pas vous couper la parole. On parle sous le contrôle de Mathilde. Absolument. Il y a eu un toit de Seine qui a été refait. C'était Eiffel à l'époque qui l'a fait. C'est un gros chantier de génie civil qui était nécessaire parce que la pierre, qui est une pierre du Gard un peu poreuse, commençait à s'atténuer, à s'effriter. Donc il y avait eu un gros premier chantier de sécurisation qui avait été fait. Et puis après, effectivement, c'est 8 ans de travaux, donc qui ont commencé il y a 6 ans et qui vont encore perdurer jusqu'à l'année prochaine. Pour effectivement 8 millions d'euros de mémoire partagés avec les autorités de tutelle, mais en grande partie portés par la ville. Mais c'était absolument nécessaire parce que ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré tout, le théâtre antique a subi les outrages du temps parce qu'il y avait un toit de Seine avant, mais qui a été brûlé pendant les invasions barbares. Donc on voit encore des traces de flammes sur les murs, qui a souffert de la chaleur. Mais on souhaitait le plus possible que l'Arc de Triomphe et le théâtre antique, pour le coup, qu'en tout cas, il ne tombe pas sous notre gestion. Et s'il peut durer encore 2000 ans, on n'en sera que plus ravis. Et Mathilde, comment se fait-il qu'il a réussi à traverser les siècles pratiquement intact? Il a servi à d'autres choses, en fait. Il a été... Alors, déjà parce que... Il paraît qu'il y a eu des maisons d'habitation dedans. Oui, absolument. En fait, il y a eu un quartier d'habitation. D'accord, donc ça a été un lieu de vie. Il y a un vrai cadastre d'inventaire des habitations, puisque les gradins n'étaient plus, ils ont été reconstruits au 19e, qui a été la première grande phase de travaux de restauration. Donc, parce qu'on en a pris soin, parce qu'on l'a trouvé beau, parce que pendant les guerres de religion, quand Louis XIV était fortement remonté contre la principauté d'Orange... Il était très agacé, Louis. Il aurait dit que le mur du théâtre antique était la plus belle muraille de son royaume. D'accord. Donc il y a aussi un côté très affectif. Ouais. Donc Louis XIV n'est pas l'ami des Orangeois. Il nous a détruit le château. C'est un lieu de guerre, Orange, encore une fois, qui était... ça aussi, c'est une partie passionnante de l'histoire orangeoise. Et effectivement, Louis XIV a demandé à faire détruire pierre par pierre le château des Princes Nassau. Richelieu avait donné ordre à faire assassiner le prince d'Orange, moyennant quoi ça n'a pas marché. On a récupéré il n'y a pas longtemps l'ordre d'assassinat. Bon, enfin bref, on l'a mis aux enchères. Mais oui, c'est une ville d'histoire passionnante, Orange. Claude Avril et Châteauneuf-du-Pape, on a l'impression que c'est calme à côté. Il n'y a pas tant de combats, il n'y a pas tant de morts, il n'y a pas tant de romanité, il n'y a pas tant de théâtre antique. Quelle est l'attractivité de votre ville et du coin pour vous? Comment vous en parleriez à un auditeur qui nous écoute? Écoutez... Bon, c'est la vigne. Oui, c'est la vigne, mais au-delà de la vigne, vous savez que la vigne... avec Dionysos, le dieu des Grecs, dieu de la vigne, le vin, c'était sacré. C'était la boisson des dieux. Et puis, c'est tant et si bien que les Grecs, les mortels, essayaient de s'adonner à la pratique de ces boissons pour se rapprocher des dieux. Et puis, le dieu romain Bacchus, dieu du vin aussi. Donc, c'est vieux tout ça. Mais c'est surtout, je définirais mon village et notre appellation comme un terroir de sens. Alors évidemment, le sens qui s'éveille, et notamment l'odorat, le goût, le toucher, mais un terroir de sens des hommes qui savent ce pourquoi ils se battent et ce qu'ils font, et surtout à la recherche de la qualité. Je ne sais plus qui disait ça, mais la qualité, je ne sais pas si c'est même pas le baron Leroy de Boiseau-Marie, qui est un haut personnage de Châteauneuf, de l'appellation, qui disait, je crois, la qualité est le propre du génie français. Eh bien, la recherche du beau, la recherche du vrai, quelque part, de la vérité, passe par la qualité. Et c'est cette exigence-là qui ne nous quitte pas depuis un certain nombre d'années et qui a fait que notre terroir a acquis par effectivement la nature et ses qualités naturellement biologiques à travers des sols qui nous sont enviés, la diversité de ces sols, mais aussi la diversité de ces hommes et d'incarnations, comme on le disait. Et c'est important, ce petit artisanat, qu'on ne soit pas dans toujours les grandes puissances de l'argent qui dominent. Et c'est important d'arriver à être dans cette conscience de la dette qu'on a. Et à garder cette identité singulière. Exactement, et cette dette qui est celle de transmettre. Très bien. Chers amis de Sud Radio, restez avec nous. On continue à parler du pays d'Orange et de Châteauneuf-du-Pape ensemble et à découvrir cette culture, cette romanité, cette richesse de terroir qui leur appartient. À tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir, dans la salle du conseil de la mairie d'Orange avec Anne Bompard, maire d'Orange et président du Pays d'Orange en Provence, Claude Avril, maire de Châteauneuf-du-Pape et président de l'Office du tourisme du Pays d'Orange, Mathilde Moore, responsable de site théâtre antique du Musée d'Art et d'Histoire et d'Arc de Triomphe. On va parler avec vous, Mathilde, de la Via Veneta. Et la Via, comment s'appellent les deux Via, les deux Venetia, pardon. Venetia et l'autre Via Via Rona. Donc ça, ce sont deux routes traditionnelles qui sont inscrites dans le patrimoine aussi de la ville et de la région. Est-ce qu'on y fait du vélo? Est-ce qu'on peut faire est-ce que le vélo a beaucoup été développé chez vous, monsieur le maire? C'est effectivement du vélo-route, c'est la mode, c'est généralement c'est un projet un peu européen, un peu national aussi, donc ça nous dépasse, mais c'est vrai qu'on y est une jonction. C'est essentiellement, par exemple, les anciens chemins de fer qui avaient été développés par Napoléon III, qui du coup, n'étant plus utilisés, ont été récupérés à l'initiative européenne et nationale pour le coup, pour faire du vélo-route. Vous savez que le français adore les vélos. Oui. Ah, c'est la folie. On a découvert ça, surtout chez nous, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était pas ce qui se pratiquait le plus. C'est plus dans les pays nordiques que ça se fait. Mais ça monte pas tant chez vous, comme ça, non? C'est pas non, nous, c'est plutôt plat. Quoique, il peut y avoir le Ventoux est connu quand même. Alors, le Ventoux est quand même pour être une des étapes les plus dures du Tour de France. Mais est-ce qu'on est encore dans le Pays d'Orange? Non, voilà. plus vraiment. C'est comme le Luberon, c'est des étrangers. Non, mais là, on ne parlait pas des choses qui fâchent. On est très loin. Et donc du coup effectivement on a cette Via Rona qui va en gros de la Méditerranée jusqu'à la Suisse de mémoire, voire peut-être même un peu plus haut. Tout à fait. Et on a la Via Venetia qui là est d'initiative un peu plus départementale, même beaucoup plus parce que c'était le précédent président du conseil départemental Maurice Chabert qui avait beaucoup accéléré et qui là est une traversée est-ouest ou est-est comme vous le souhaitez. À vélo du Vaucluse. Donc qui effectivement va de nos amis du Luberon jusque vers chez nous dans la partie ouest du département. Et donc cette jonction-là des mobilités douces, on y est assez attaché sur notre intercommunalité parce qu'on sera la jonction de ces deux voies sur des paysages, comme le disait Claude et bien mieux que moi d'ailleurs, sans commune, à nul autre pareil si j'osais. Et donc du coup pouvoir utiliser ces mobilités douces et si j'osais de manière un peu plus vulgaire et matérialiste capter une clientèle et une autre forme de tourisme et leur montrer qu'ils doivent s'arrêter. Il n'y a pas que le long du Rhône, même si le long du Rhône est très beau, mais il faut qu'ils viennent à Châteauneuf, à Orange, à Courthézon, à Caderousse, à Jonquière, venir voir les trésors qu'on a, que ce soit qu'ils soient matériels ou immatériels, sur l'essence, comme tu le disais tout à l'heure, Claude. C'est une carte qu'on souhaite jouer et pour laquelle on ne lâchera pas le morceau. Très bien, ne lâchez pas le morceau, ne lâchez rien. À Châteauneuf-du-Pape, est-ce qu'il y a le salon de printemps des jeunes vignerons encore cette année? Et oui. Ça, c'est un grand rendez-vous. Tout à fait. Pour celles et ceux qui aiment le terroir. Ah, c'est un moment formidable. Je leur conseille particulièrement. Oui, tout à fait. Figurez-vous qu'on va certainement le faire dans sa version hivernale, à l'appui de ce qu'on appelle un petit marché de Noël. On est sûr de ça? Qu'on fera. Oui. D'accord. Oui, c'est prévu du 7 au 12 décembre. Parfait. Et on va refaire à la salle des fêtes avec les jeunes vignerons et d'autres. Et puis quelques artisans qui nous viennent alors pour le coup d'un peu partout. On a la ligo, on a des steaks de canard, on a effectivement des spécialités aussi du sud-ouest et au printemps souvent la fraise du Vaucluse est très connue et c'est un moment d'une grande simplicité avec beaucoup d'humilité et on vient avec son verre et on goûte effectivement, certes avec modération, mais évidemment, mais on ne boit du bon vin qu'avec modération. Ne l'oublions jamais. C'est bien connu. Ne l'oublions jamais, c'est une culture, le vin. Je suis toujours révulsé quand on me parle du vin comme de l'alcool. Oui, évidemment, il y a une petite part d'alcool, mais il faut le voir comme une culture ancienne. Et donc ça s'apprivoise et on n'en fait pas n'importe quoi. Et ce salon, on connaît un grand succès avec des gens qui viennent vraiment, je dirais même parfois du monde entier. D'accord. Et on m'a dit aussi de vous poser une question. Demandez à monsieur Avril qu'est-ce que c'est que le Pack Citron. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est une des fiertés? Ah oui. Ben oui, bien sûr. Écoutez, je suis très fier d'en parler parce qu'en plus, ce sont des bons copains à moi. C'est la famille Blacher et Vanel. Et ils ont une réussite formidable qui doivent à la qualité de ce qu'ils ont fait, de ce produit dont les enfants raffolent, dont tous les bistrots du sud jusqu'au nord de la France, plutôt côté est, justement, irriguent justement
tous ces lieux de rencontre. Et c'est produit à Châteauneuf-du-Pape aussi. D'accord. Voilà. Et c'est important de le dire, ça marche très fort, ce pack citron, le fun blues aussi. Et c'est une vraie culture. Bien sûr. Mais si on n'en avait pas parlé, vous n'en avez pas parlé parce que vous êtes trop modeste. Exactement. Eh ben voilà. Écoutez, heureusement merci. que je suis là pour parler de la mère Germaine aussi. Merci, monsieur Juquet. Ah, bah oui, À la mère oui, Germaine, ça c'est de l'histoire contemporaine. On n'est plus dans la bien romanité. sûr. Qui c'est la mère Germaine? Écoutez, les propriétaires vous en parlerez mieux que moi, mais On va y aller cet effectivement, après-midi. c'était une vieille dame, une dame extraordinaire. Vous voyez, qui est d'une modernité incroyable. Parce que la modernité peut avoir de bon. 1920-1930. Elle était chef à l'Élysée. Incroyable. Une femme chef à l'Élysée dans les années 20. Exactement, elle était chef à l'Élysée. Mais ça, c'est un film. Années 20. C'est un film, il faut l'écrire. Exactement. Et une femme d'une simplicité, et puis alors là aussi d'un sens de la qualité, avec un fort caractère, avec son mari. Et puis lorsqu'elle a quitté l'Élysée, elle est venue s'installer dans le sud, et ils ont ouvert cet établissement qui porte son nom. À Châteauneuf-du-Pape. Bien sûr. Mais bien comment sûr. elle a choisi dans les années 20, ça n'existait pas à Châteauneuf-du-Pape. Écoutez, je sais les pas, cartes. elle devait rechercher les qualités du climat tempéré, ou en tout cas elle est tombée sur ce lieu-là, elle avait le fonds de commerce. Et puis c'est un lieu qui est magique et qui a accueilli d'ailleurs Mistinguett, les artistes de l'époque. Je crois que même Fernandel est passé par là. Je crois même que le général de Gaulle, Le général de Gaulle, vraiment il a rentré, dû s'arrêter. mais a dû s'arrêter apparemment à l'extérieur pour boire un verre, apparemment. Mais cette femme était absolument formidable et puis on y mangeait très très bien. Voilà. Et cet établissement a été repris par des gens qui ont encore su l'embellir encore récemment et qui ont ouvert en plus des chambres d'hôtel à la mère Germaine, mais nous avons aussi des Fines Roches qui marchent très fort. Bien sûr. Et d'autres lieux où les gens puissent, lorsqu'ils sont un peu fatigués d'avoir bu un peu de vin et que l'expérience a été un peu fatigante à la fin de la journée, sont ravis de pouvoir y demeurer pour retrouver des forces pour le lendemain, pour les papilles gustatives. Monsieur le maire, est-ce que dans votre ville aussi, il y a comme ça des parcours de vie singuliers, de grands noms, de gens connus, reconnus ou qui ont servi la ville ? Oh bah oui, pareil, toujours dans l'histoire. Alors vous voyez, il y a un tableau qui nous contemple, Oui. qui est Rodolphe Desmarres, qui était maire d'Orange et qui est venu sécuriser la ville d'Avignon pendant les exactions de la Terreur. Donc vous avez des grands noms comme ça. Bon, effectivement, le général de Gaulle est passé Orange, mais je crois que le passage s'est mal passé. Il a été mal reçu. Donc du coup, ça n'a pas été pareil qu'à Châteauneuf-du-Pape. Napoléon est passé. Il paraît que Napoléon, effectivement, aurait fait, pendant les 100 jours, ça aurait été sur Orange qu'il aurait fait le plus de recrues. D'accord. Voilà. Donc Il y avait une confluence, encore une fois, ça, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de tellurique à Orange, mais il y a un carrefour européen qui a fait que, effectivement, j'ai ouï dire, mais encore une fois, je ne veux pas me faire taper sur les doigts par les historiens, mais qu'effectivement, il y aurait eu à minima une grande recrudescence de soldats à Orange. D'accord, de vocation militaire qui ont décidé de prendre des armes et de suivre l'empereur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous à Orange, à part les chorégies culturels? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Le week-end dernier, on avait le Festival international cubain de musique cubaine. Étonnant. Étonnant, mais qui marche très très bien. C'était son 10e anniversaire. Alors pourquoi Cuba Orange? Eh ben, écoutez, c'est miracle. La providence. Une fois encore, on avait été contacté il y a 10 ans par Monsieur Johan Henry, qui est effectivement professeur et spécialiste et un grand amateur de Cuba, et qui nous a fait venir un grand nombre des grands noms, des chorégraphes de stars qui sont venus donner des cours de toutes les musiques afro-cubaines variées qu'il peut y avoir. Et donc du coup ça fait 10 ans et apparemment Orange est très connu à Cuba. Je vais pas dire autant que Paris, ce serait un peu grossier. Mais pas loin. Mais c'est effectivement très connu. Ça c'est un des premiers grands événements. Plus proche de nous, on va avoir le marché de Noël, comme d'habitude, du 17 décembre au 23 de mémoire, peut-être du 16. On a le Salon des Centeniers aussi, qui est arrivé à Orange depuis plusieurs années, qui avant était à Caderousse, et qui, à minima, vient réceptionner 20 000 visiteurs, parce que les entrées sont gratuites. Son organisateur et son initiateur le dit, et je le répète à l'envi,
que c'est le plus grand salon des centeniers de PACA, donc du monde. C'est vrai, donc de l'univers connu. Et donc du coup, à minima de la Voie lactée. Et donc on a cela, on avait lancé, mais maintenant on est en copartenariat avec le Positive Festival, donc effectivement pour faire venir des noms du monde électro. Donc vous avez cité tout à l'heure David Guetta, Boris Brejcha, etc. Donc pour un public un monde peu électro plus... qui a laissé de très bons souvenirs dans la population jeune et moins jeune d'ailleurs d'Orange. Tout à fait, et ça s'est très bien passé. Je crois que même j'avais vu Bob Sinclair est venu, j'ai vu une de ses interviews, je crois que c'était sur Combini ou quelque chose comme ça, où il disait sa plus belle date dans sa carrière, c'était le Théâtre Antique d'Orange. Donc j'avais été même si c'était pas moi qui l'avais invité, c'était mon père, mais j'avais été très le Théâtre Antique marque tous les artistes. Oui, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a eu des grands noms. Johnny Hallyday est venu, mais là, il y a bien longtemps. Les Cure étaient venus. J'aimerais bien qu'ils reviennent d'ailleurs. On va les appeler. Oui, on les connaît personnellement. On va essayer de faire ça. On a lancé l'année dernière un festival de musique métal qui a aussi très bien marché. Du métal à Orange. Oui, tout à fait, au Théâtre Antique aussi. On est un peu dans un grand écart de culture. Oui, mais ça fait partie. Moi, je suis pour qu'il y ait une offre culturelle diversifiée. Et donc c'est une musique que j'aime bien, qui me rappelle mes jeunes années, même si je suis quand même pas bien vieux. C'est une musique pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. L'électro un peu moins, mais j'aime bien. Et donc du coup c'est vrai que c'est un public qui est à l'inverse de la musique, qui leur adoucit beaucoup les mœurs. Là où la police municipale et même les services de la police nationale étaient les plus satisfaits, c'était le public métal qui disait qu'il était extrêmement poli, extrêmement gentil, extrêmement respectueux, il n'y avait pas un papier qui traînait, etc. Donc on a plein d'événements, effectivement, outre l'éco-régie. J'espère ne pas en avoir oublié, mais on essaye effectivement d'avoir une offre culturelle riche. Très bien. On continue de parler de la ville d'Orange et de ses attraits dans un instant. On se retrouve dans La France à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans La France à découvrir, nous sommes dans la salle du conseil de la mairie d'Orange. Il y a 500 ans, parce que c'est une très belle salle, très aérée, à l'image de la ville, à la fois ancrée dans l'histoire et dans la modernité. Avec Yann Bompard, maire d'Orange et président du Pays d'Orange en Provence, Claude Avril, maire de Châteauneuf-du-Pape et président de l'Office du tourisme de Pays d'Orange, et Mathilde Moux, responsable de site Théâtre Antique du Musée d'Art et d'Histoire et d'Arc de Triomphe. On va juste dire un tout petit mot sur l'accessibilité de cette belle ville à Orange. Comment on y vient rapidement? En train, en voiture, en avion, en vélo, en trottinette? Partout. On y vient par tous les moyens, puisque effectivement on est un carrefour autoroutier européen à 7 à 9, donc on peut y venir du sud comme du nord. On est à la confluence de deux voire trois, si on est un peu patient, aéroports, donc Montpellier, même Nîmes, avant Montpellier, Nîmes, Marseille qui est à 3 quarts d'heure, enfin Marignane, et Lyon qui est un peu plus loin, qui est à 2 heures. On peut y venir par le fleuve, par le Rhône, puisqu'on a une halte fluviale amicale Châteauneuf-Orange, qui n'est pas aussi employé que ce qu'on le souhaiterait, mais on va pousser les tours opérateurs à s'y arrêter. On va pousser le bouchon. On a le véloroute, on l'a dit. On a le TGV qui fait 2 voire 3, ou dans pas longtemps 3 allers-retours Paris-Orange, donc à minima 1 le matin, 1 le soir. Donc par les airs, par la mer et par la terre, je pense que c'est pas compliqué de venir à Orange. En plus, on a une politique qui est un peu l'inverse de celle qui est à la mode dans les grandes métropoles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la chasse à la voiture. Donc du coup là, je ne vois pas de qui vous parlez. Je ne citerai personne. Donc on fait le maximum pour que les gens puissent circuler, puissent travailler, puissent respirer. Donc on a mis en place beaucoup de parkings, on en met aussi en place à Châteauneuf aussi. Donc on essaye de faire en sorte que dans ce monde où c'est pas tout le monde qui peut avoir le luxe de prendre des mobilités douces. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Un professionnel de santé ou quelqu'un qui est atteint d'un certain handicap, ou les personnes ou nos anciens ne peuvent pas se payer le luxe de prendre les transports en commun ou le vélo ou etc. Donc le but est ce sont un peu des fantasmes urbains un peu. Tout à fait. Et donc le but c'est que n'importe qui puisse venir à Orange, puisse venir s'y détendre, passer un temps long, comme le disait Claude tout à l'heure, un temps où on prend, dans ce monde où tout est pressé, tout est urgent, prendre le temps de la patience et de la contemplation. Et de la contemplation de ce beau pays de Provence. Absolument. Parce qu'on est quand même on est en Provence. On est à combien de Lyon, combien de Marseille? 2 heures de Lyon, 1h10 de Marseille quand il n'y a pas trop d'embouteillage, 1h20 de Montpellier quand il n'y a pas trop d'embouteillage, 3 quarts d'heure de Nîmes. On a fait les grands axes, 6h30 de Paris, juste quand on est aux portes. Ça, après, pour rentrer, je sais pas. Et Genève n'est pas loin non plus. Et Genève est à 3 heures. Voilà.
Donc facile, Ouais. tout est facile. Ouais. On va juste reparler un petit peu avec vous, Mathilde Moore, de cette romanité, mais pas seulement de la romanité, mais de la modernité aussi, de l'immersion qu'on va bientôt pouvoir offrir, qui sera une première mondiale, pour écouter quoi, en fait? Alors, en fait, la ville d'Orange a confié à la société Edeis la valorisation des monuments orangeois. Et dans le cadre de ce projet culturel, l'idée, c'est de faire résonner le passé avec le futur et de faire d'Orange la scène de l'innovation sonore. D'accord. Le théâtre est depuis sa construction un outil à la pointe de la technologie. C'est lui redonner cette vocation première, profiter de ce que permettent les avancées technologiques formidables comme l'intelligence artificielle, le son binaural et la projection d'images. Personne ne sait ce que c'est autour de cette table. Le son binaural, c'est la restitution d'une écoute naturelle. En fait, c'est avec un casque de très haute technologie, c'est comme une sphère acoustique qui est créée. Et en fait, les moyens de captation et de restitution permettent de diffuser un son dans les deux oreilles de la même qualité. Donc votre perception, elle est comme si vous n'aviez pas d'outil technologique, mais seul par cette technologie, vous pouvez avoir le son de cette qualité-là. Dans le théâtre antique, en nocturne, dans un vidéo mapping à 360 dans le site, ce qui sera une première pour le théâtre d'Orange. On proposera un voyage sonore, un véritable voyage au cœur du son, une expérience en fait de déclenchement de pistes sonores en fonction du mouvement des spectateurs, grâce à l'intelligence artificielle. C'est hyper techno quand même. Oui, c'est un concept qui n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. C'est unique au monde. Oui, et c'est pour le printemps 2023. D'accord. Et c'est quand l'inauguration, Monsieur le maire, qu'on vienne tous essayer ça? Quand Edeis et Madame Moore me diront on est prêt. Mais je sais qu'ils font un travail d'arrache-pied et de très haute qualité. Ils ont pu me montrer les premières épreuves parce qu'ils parlent beaucoup de l'innovation sonore, mais en termes d'image aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, vous êtes très en pointe. On est ravis d'avoir ce partenaire. Donc c'est vraiment une chance pour Orange d'avoir Edeis qui s'est positionnée et qui est très, très ambitieuse sur ce qu'elle souhaite offrir au public. Voilà, donc on est très heureux. Au musée d'art... Oui, allez-y. Non, ce sont des parcours de visite très innovants. En fait. Je tiens à préciser, parce que le son permet en fait d'appuyer le propos, de sublimer l'image et surtout de transporter des émotions. Et ce sont de nouveaux parcours de visite innovants, on en voit de plus en plus, donc c'est vraiment aussi l'avenir des parcours de visite et de la médiation. Et Orange sera aussi le concept, je vous disais, est vraiment inédit. On va le présenter au plus grand salon technologique mondial à Las Vegas au mois de janvier. Donc, c'est alors vous dire Orange aussi sera présent à Las Vegas. Oui, tout à fait. Dans quel monde vivons-nous? Oui, c'est dire. On parlait un petit peu du musée d'art et d'histoire. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée d'art et d'histoire? Une très belle collection de peintures, de sculptures? Oui, tout à fait. Alors, il y a, comme je le disais, les vestiges archéologiques, les décors. Il y a aussi un certain nombre d'éléments de la vie quotidienne des Romains, de la vaisselle, tout un tas de pièces qui permettent encore de s'immerger davantage en fait, dans la romanité, mais pas seulement. Il y a aussi la fabrique des Vétères au XVIIIe siècle. Orange a eu une très grande fabrique de tissus de type indienne. Il y avait près de 500 salariés. Et dans le musée, on retrace cette histoire. Il y a des très grands tableaux de scènes de vie très inédit, de cette usine à l'époque, de cette fabrique artisanale. Et il y a une exposition qui a lieu en ce moment au musée d'art et d'histoire et qui est du fil à l'étoffe et raconte cette histoire de la mode au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, qu'on invite à venir découvrir, c'est très intéressant. Et de temps en temps, on entend une cloche. C'est laquelle? Ça, c'est celle de la mairie, celle du beffroi de la mairie. Je ne crois pas que ce soit celle de la cathédrale. Parce que Orange a eu une cathédrale aussi. Ben oui. On a eu un évêque, on a eu plusieurs évêques. Et on en parle de cette cathédrale d'Orange, qui est remarquablement conservée ou pas? Oui, aussi. Qui a fait aussi l'objet qui est encore en cours de rénovation. Il nous manquait 3 chapelles et la nef à finaliser. On avait fait les autres chapelles et le chœur. Et là, c'est vrai il fallait finaliser. C'est une cathédrale qui a 800 ans, un peu plus de 800 ans. Et ça fait partie des choses aussi où on a la chance en France, dans chaque village, d'avoir un clocher et de se rendre compte que le génie civil était partout en France. Et donc là, il y a un génie civil qui est civil ou ecclésiastique, particulier, qui a souffert lui aussi les affres du temps, parce qu'il y a eu plusieurs... c'est assez passionnant d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs séries de rénovation, si vous me passez l'expression. Donc du coup, quand on assiste aux réunions de chantier et qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait celle du 18e, est-ce qu'on rénove celle du 17e siècle, etc. C'est assez passionnant. Je pense que même pour ceux qui s'en occupent, surtout pour ceux qui s'en occupent, c'est assez passionnant, et pour le béotien que je suis également. Et donc du coup, c'est vrai que là aussi, dans un contexte où on rase une église assez fréquemment en France, c'est pas du tout notre politique. On souhaite pouvoir conserver aussi cette partie culturelle et patrimoniale quasi immémorielle française.
et de dire voilà, même si vous ne croyez pas, même si vous n'êtes pas catholique, contempler on doit vous permettre de contempler la magnificence de l'art roman ou gothique ou peu importe. Et ce qui a construit notre identité aussi. Ce qui a absolument construit notre identité, tout à fait. Monsieur le maire de Châteauneuf-du-Pape, quel coin vous nous conseilleriez d'aller visiter en premier quand on vient chez vous? Le visiteur qui nous écoute, vous lui dites quoi? Écoutez, je ne serai pas très original, mais moi-même j'y vais dès que je peux, notamment l'été. C'est vraiment le surplomb du château de Jean 22. Alors évidemment, il ne nous en reste pas grand-chose. C'est une petite colline? C'est quoi? Ah oui, c'est un promontoire. Ah Les papes, ils ne sont pas trompés, vous savez. Ils ne sont pas venus ici par hasard pour passer, pour certains d'entre eux, leurs vacances d'été. Non. Puis c'était un siège de défense, c'était absolument famille. Il y a vraiment une âme qui se dégage de mon village. Je pèse mes mots, il y a une spiritualité, ça peut paraître un petit peu... Non. Il n'y a pas de part d'irrationnel. Je sens vraiment quelque chose qui fait que lorsqu'on arrive et lorsqu'on voit d'un côté les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux en face, le Palais des Papes d'Avignon à droite... la colline de Villeneuve, de Nîmes. Il y a une aura particulière. Il y a ça vibre de quelque chose qui se dégage et qui fait qu'on sent bien que les vibrations nous renvoient. De même qu'il y a une âme au fond du vin, on a vraiment le sentiment de quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse les habitants et qui est propre à ce lieu et à ce qui a été créé et par l'esprit. Voilà. Mathilde Demours, vous, votre lieu préféré que vous conseilleriez à un visiteur à Orange, dans le pays d'Orange, autour d'Orange ou dans la ville même? Alors, après de longues journées de travail... Oui, ce que vous aimez faire personnellement. Oui, voilà, je vais vous le livrer. En Attention. fait, j'aime beaucoup aller faire une balade ou un footing sur la colline Saint-Eutrope. C'est un parc qui est magnifique, qui surplombe la ville et les environs, et puis qui donne une vue aussi imprenable sur la ville et le Théâtre Antique. Et je ne vous dirai pas, bien sûr, que j'aime aussi monter sur le toit du Théâtre Antique pour regarder le coucher de soleil. Alors ça, dès que je peux. Ça, il paraît qu'on peut le faire par une porte dérobée. Par une trappe, même. Ah oui, c'est vrai? Ça, c'est un truc secret ou pas? Oui, c'est assez secret. Ah oui. On peut, donc, voilà. c'est pas le commun du mortel qui peut se livrer à cet exercice? Non, ça fait partie des privilèges de pouvoir travailler au quotidien dans un lieu aussi magnifique que celui-ci. Oui, il faut connaître personnellement Mathilde Demours. Oui, et encore. Monsieur le maire, quel est à vous votre endroit pour conclure cette émission que vous conseilleriez à un visiteur? Je ne vais pas être très original et je vais dire exactement pareil que Mathilde. Ah oui? Vous avez surplombant la colline, vous avez une statue de la Vierge Marie qui avait été offerte pendant les événements de la peste. Enfin, je ne vais pas revenir sur l'historique, mais quand vous êtes au pied de la Vierge comme ça, vous êtes certes surplombant, mais écrasé par l'histoire que vous regardez de haut. Et donc, du coup, vous avez, effectivement, vous voyez tout. Vous voyez 2000 ans d'histoire un peu travaillée. Vous voyez un cours d'eau qui a été, la Maine, pour ne pas la citer, qui a été travaillée, qui servait jadis de douve. Vous avez le Théâtre Antique au loin, au nord, qui vous montre... le début et la fin de la ville, même si avec le temps elle s'est étendue. Vous avez à vos pieds l'Arc de Triomphe, vous avez un petit peu sur votre gauche le temple qu'il y avait. Vous voyez un peu les traces du forum quand vous connaissez un peu l'histoire. Derrière vous, en fait, vous avez les pieds au pied de la Sainte Vierge. Vous êtes en fait là où il y a eu le château des Princes Nassau. Donc alors on voit pas Châteauneuf, tu m'excuseras Claude, de là où on est, tu es un peu plus au sud-ouest. Mais on voit vraiment on voit le Mont Ventoux, on voit les dentelles de Montmirail, on est écrasé et humilié dans le bon sens du terme. Ça doit rappeler un peu le fait qu'il faut garder la tête froide et être vraiment au service de ces 2000 ans qui nous regardent et qui ont vu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, mais aussi beaucoup de joie. Et ça doit nous rappeler à l'humilité et au fait qu'on n'est que de passage. Et comme le disait Claude tout à l'heure, notre but en tant qu'élu ou en tant que serviteur, en tant que délégataire de service public, en tant que serviteur du bien commun, notre but est de permettre que ce passage se fasse et que dans 1000, 2000, 3000, 4000 ans, alors après je ne veux pas rentrer mais le plus longtemps possible, les gens puissent bénéficier de ce petit paradis dans lequel on a la chance de vivre et dans lequel on progresse tous les jours. Et pour terminer, monsieur le maire, les 3 adjectifs pour qualifier votre ville d'Orange ou la destination Orange aux touristes qui viennent nous voir. Qu'est-ce que vous diriez? 3 adjectifs qui viennent spontanément à l'esprit. Orange, pour vous, c'est? Elle est identitaire, elle est un peu rebelle, mais elle est fière. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était une émission consacrée à la ville d'Orange. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir sur Sud Radio. Bonne soirée.